Commencer. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente Grégory Moulec. Donc, je suis professeur en médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, je m'excuse, il y a peut-être un petit écho, mais on va résoudre ça rapidement. Ok, parfait. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « L'activité physique, une stratégie pour promouvoir la santé mentale, prévenir et traiter les troubles mentaux », organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec, en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée comme d'habitude pour ensuite être disponible pour rediffusion sur YouTube. Nos trois conférenciers du jour sont Isabelle Doré, qui est chercheure postdoctorale à la faculté de kinésiologie et d'éducation physique à l'Université de Toronto, Ahmed Romain, qui est chercheur postdoctoral au centre de recherche du CHUM, et puis Paquito Bernard, qui est professeur adjoint au département de kinanthropologie à l'UQAM. Et ils aborderont différents aspects de l'activité physique et la santé mentale. Suite aux présentations, nous aurons une période de questions et d'échanges avec vous, donc avec l'audience. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférenciers dans la section questions et réponses qui est située juste en bas de votre écran. Et nous vous suggérons d'écrire vos réponses également à tout le monde. Il suffit tout simplement de sélectionner l'onglet approprié car c'est plus convivial et permet à tous les participants de visualiser les questions. Pour toutes les autres questions, vous pouvez les écrire dans le module Converser et Denise, la coordonnatrice du regroupement santé mentale, se fera un plaisir évidemment de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module Converser le nombre de participants dans votre salle, si vous êtes plus d'une personne, et ces données nous seront extrêmement utiles. Enfin, je veux vous informer que vous recevrez dans les tout prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, ainsi que les liens pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement de celui-ci. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre première conférencière, qui est Isabelle Doré. Merci beaucoup, Grégory. Donc, bonjour à tous. Je m'excuse. Je vais certainement avoir besoin de l'aide de Denise parce que les diapositives ne se changent pas. Ah, OK, je pense que j'y suis. Non. Pardon, ça ne sera pas très long. Ça marche pas. T'avances? Oui, pas là. Est-ce que tu partages juste... c'est en PowerPoint, c'est ça? Comment tu fais pour revenir à ta... Tu vas mettre ici, partager l'écran. Voilà, parfait. Je suis désolée. Juste un instant. Tu fais... ouais. OK, désolée. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de diviser la présentation en différentes sections. Donc, d'abord, rapidement, je propose de distinguer la santé mentale des troubles mentaux, puisqu'on va parler à la fois de promotion, prévention et de traitement dans le domaine de la santé mentale. Par la suite, on va rapidement aborder la question de pourquoi l'activité physique est une stratégie intéressante à prioriser dans le champ de la santé mentale. On va ensuite discuter des différentes modalités de l'activité physique et des mécanismes d'action susceptibles d'expliquer l'association entre l'activité physique et la santé mentale. Et par la suite, on va parler de la relation activité physique-santé mentale au sein de différentes populations. Donc, je vais débuter avec la population générale et Paquito et Ahmed vont poursuivre pour bien distinguer et vous expliquer les différentes preuves scientifiques disponibles actuellement quant à l'association activité physique et santé mentale chez les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux ou de comorbidités chroniques physiques ou mentales et les patients psychotiques, donc qui présentent des troubles mentaux sévères. Donc, rapidement, selon une perspective plus traditionnelle, on définissait la santé mentale comme étant l'absence de troubles mentaux.
Plusieurs travaux à la fois empiriques et théoriques ont permis de démontrer que la santé mentale était beaucoup plus justement définie par le modèle des deux continuums. Donc, ce que ça suppose, c'est qu'une santé mentale optimale est définie à la fois par l'absence de troubles mentaux, mais également par la présence d'un niveau élevé de santé mentale qu'on va mesurer généralement à l'aide d'indicateurs du bien-être. On fait référence au bien-être émotionnel, psychologique et social. Quand on parle de troubles mentaux courants, on fait généralement référence aux troubles de l'humeur, donc dépression, dysthymie, troubles anxieux, troubles liés à l'abus de substances, alcool et drogue. Les troubles mentaux sévères et persistants sont en fait des troubles psychotiques, parmi lesquels on retrouve entre autres la schizophrénie. Et quand on parle de comorbidité, comme on va le faire aujourd'hui, on va parler de comorbidité à la fois avec d'autres troubles mentaux, donc des troubles mentaux concomitants, ou avec des problèmes de santé physique, donc comorbidité, troubles mentaux, troubles physiques. D'où vient l'intérêt pour l'activité physique dans le domaine de la santé mentale? Donc, on sait que les troubles mentaux, notamment les troubles mentaux courants, sont en augmentation au sein de la population générale, tout particulièrement chez les jeunes en transition à l'âge adulte. On sait également que le fardeau des troubles mentaux, à la fois pour l'individu en termes de fonctionnement psychologique et social, et pour la société, en termes d'absentéisme au travail, de coûts économiques liés aux dépenses dans le milieu de la santé, sont grandissants. Donc, l'activité physique apparaît comme une stratégie prometteuse dans la mesure où c'est un comportement qui est modifiable. Donc, on peut intervenir soit en favorisant la pratique d'activité physique chez les gens par le développement de programmes, soit en modifiant la manière dont les gens sont actifs pour favoriser et optimiser les bienfaits sur la santé mentale. L'activité physique, contrairement à d'autres stratégies de promotion, prévention et de traitement dans le domaine de la santé mentale, jouit d'une très grande acceptabilité, comme étant une stratégie qui est favorable à la santé et qui est très peu stigmatisante. En fait, on sait qu'il existe de nombreuses interventions de programmes de promotion de l'activité physique qui sont déjà existants, que ce soit dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les milieux hospitaliers, et qui ont été développés à la base pour prévenir ou pour traiter des troubles physiques, que ce soit pour intervenir au niveau de l'obésité ou différents aspects des maladies cardiovasculaires. Mais ces mêmes programmes, s'ils subissent de légères adaptations, peuvent tout à fait être indiqués et profitables pour la santé mentale. Donc maintenant, si on passe aux différentes modalités de l'activité physique favorables à la santé mentale. Quand on parle de modalité d'activité physique, la modalité probablement la plus courante qu'on va retrouver le plus souvent dans les articles scientifiques est le volume d'activité physique. Le volume d'activité physique, c'est une mesure qui tient compte à la fois de la fréquence, de la durée et de l'intensité de l'activité physique. Donc, on distingue trois principales intensités d'activité physique, faible, modérée et élevée, en fonction de l'effort qui est fourni durant l'activité physique. Il existe un consensus à l'heure actuelle en recherche scientifique qui suggère qu'une augmentation du volume d'activité physique est associée à des bénéfices plus grands pour la santé mentale et une réduction plus importante des symptômes associés aux troubles mentaux, que ce soit troubles anxieux ou dépressifs ou d'autres troubles. Donc, plus on augmente la fréquence, la durée et l'intensité d'activité physique, plus grands sont les bienfaits pour la santé mentale. Par ailleurs, même si les travaux sont moins nombreux dans ce domaine-là, une étude a identifié que le surentraînement, donc dépasser un certain niveau d'activité physique, les bénéfices étaient beaucoup moins importants pour la santé mentale et pouvaient même comporter des facteurs de risque des troubles mentaux. Un article récent propose une conclusion intéressante, à savoir que chez les patientes survivantes du cancer du sein, seule l'activité physique de faible et moyenne intensité est associée à une réduction des symptômes dépressifs, alors que ce n'était pas le cas pour l'activité physique d'intensité élevée. Une autre modalité de l'activité physique dont on entend beaucoup parler et qui est très intéressante, c'est le domaine d'activité physique, donc à savoir le contexte dans lequel l'activité physique est réalisée. On distingue 4 principaux domaines d'activité physique, donc l'activité physique de loisir, fait dans les temps libres, l'activité physique domestique, qui est liée aux tâches de la maison, donc jardinage, entretien ménager, l'activité physique dans les transports, donc pour les déplacements, pour se rendre au travail, à l'école, et en fait l'activité physique liée au travail ou plus spécifiquement à l'emploi, donc les gens qui ont un emploi qui va être demandant physiquement. Il y a plusieurs études qui ont permis de démontrer que l'activité physique de loisir, donc dans un contexte de temps libre, est associée à un plus faible niveau de symptômes dépressifs et à un niveau plus élevé de santé mentale. Il y a définitivement un consensus dans la littérature scientifique à propos de ce type ou ce domaine d'activité physique. Concernant les autres domaines, la littérature est peut-être un peu moins convaincante. Donc, il y a certains articles scientifiques, certaines études récentes qui ont démontré que l'activité physique domestique était associée à un niveau plus élevé de bonheur, défini comme le happiness ici.
Cette étude, dans sa discussion, parce que les résultats qu'ils ont observés sont très différents des résultats qui avaient précédé, ils sont la première étude à clairement démontrer un lien entre l'activité physique de nature domestique et le bonheur ou un indicateur de santé mentale. Et ce qu'ils proposent, en fait, dans la discussion, ils disent que la manière de définir les activités domestiques aurait une très grande influence. Donc, ils ont défini les activités domestiques comme des activités liées à l'entretien du terrain, le jardinage, des choses comme ça, alors que d'autres études vont beaucoup insister sur les tâches ménagères lourdes, ce qui pourrait expliquer les résultats divergents en ce qui a trait les bénéfices sur la santé mentale. Une récente méta-analyse suggère que l'activité physique de transport, donc effectuée dans les déplacements, serait associée à un niveau de bien-être plus élevé. Par ailleurs, il y a certaines études qui ont démontré que les gens qui effectuaient un niveau d'activité physique plus élevé dans le cadre de leur travail, donc dans le cadre de leur emploi, étaient associés à un niveau plus élevé de symptômes dépressifs. Donc, ce serait un domaine qui serait défavorable pour la santé mentale. Une autre modalité de l'activité physique qui est étudiée depuis plus récemment, mais qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est le contexte d'activité physique en lien avec le niveau d'interaction sociale susceptible d'être généré dans le contexte d'activité physique. Donc, on distingue 3 principaux contextes d'activité physique en fonction du contexte social, donc à savoir l'activité physique individuelle, l'activité physique en groupe informel qui peut prendre différentes formes. Donc, on peut penser à un cours de yoga, des collègues de travail qui vont courir sur l'heure du midi ou qui encore vont se rassembler dans le stationnement, par exemple, de l'usine pour jouer au hockey. Ou encore au sein d'une équipe sportive structurée et organisée. Donc, ce que la littérature nous indique, c'est que l'activité physique en groupe a une valeur ajoutée pour la santé mentale et la réduction des troubles mentaux, comparativement à l'activité physique pratiquée individuellement. Et ici, je pense que c'est important de bien nuancer ces résultats-là et de bien les expliquer. Ce qu'on veut dire, c'est pas que l'activité physique individuelle n'est pas associée à des bénéfices pour la santé mentale. C'est simplement que l'activité physique en groupe, donc en contexte social, a un bénéfice accru encore plus important que l'activité physique pratiquée sur une base individuelle. Plusieurs études ont ciblé le contexte d'équipes sportives et ont clairement démontré la valeur ajoutée de ce contexte social d'activité physique. L'activité physique en groupe informel a été beaucoup moins étudiée. J'ai mis un point d'interrogation parce que les évidences scientifiques ne sont pas concluantes à savoir s'il y a vraiment une différence par rapport à l'activité physique individuelle. Et c'est probablement dû, entre autres, à la difficulté de bien définir ce qu'on entend par groupe informel. Donc maintenant, on va passer rapidement à 4 principaux mécanismes d'action qui sont proposés pour expliquer et mieux comprendre le lien entre l'activité physique et la santé mentale. Et l'intérêt de regarder les mécanismes d'action, c'est notamment d'orienter nos interventions pour bien cibler ces mécanismes-là pour avoir un impact favorable sur la santé mentale. Donc, en ce qui concerne les mécanismes biologiques, très certainement, plusieurs études ont démontré que l'activité physique permettait d'agir sur l'action des neurotransmetteurs. Donc, tout d'abord en favorisant la sécrétion de sérotonine, entre autres, comme une des plusieurs monoamines qui peuvent être sécrétées par l'activité physique, qui est connue pour son effet antidépresseur et euphorisant, qui agirait directement sur le stress ou sur les pensées négatives. L'activité physique permet aussi la sécrétion d'endorphines, qui, pour sa part, est davantage connue pour son effet analgésique, donc interruption de la douleur ou des sentiments de difficulté en fait associés aux troubles de santé mentale. L'activité physique, en augmentant la chaleur corporelle, aurait également un impact sur la santé mentale à travers des mécanismes qui sont plus physiologiques cette fois-là. Donc, en augmentant la chaleur corporelle, l'activité physique favorise la circulation sanguine au cerveau, qui va avoir un impact direct sur le cortisol, qui est l'hormone du stress en fait, et qui permet de diminuer la réactivité physiologique qui est due au stress. Quand on parle des mécanismes psychologiques en lien avec l'activité physique et la santé mentale, on mentionne beaucoup l'importance de l'activité physique pour interrompre les pensées négatives. Donc, on parle de l'hypothèse de la distraction. L'activité physique vient centrer l'attention de l'individu ou d'un groupe d'individus sur autre chose que sur ses pensées négatives et aurait ainsi un impact favorable sur l'humeur. L'activité physique permet aussi de renforcer les sentiments d'autonomie et de compétence qui sont directement associés avec une amélioration de l'estime de soi, du contrôle de soi, de la maîtrise de soi et de la confiance en soi, qui sont des déterminants de la santé mentale et qui sont des facteurs protecteurs du risque de développer des troubles mentaux. En ce qui concerne les motivations à l'activité physique, des études ont clairement démontré que les personnes qui font de l'activité physique pour des motivations intrinsèques, donc le désir d'être en forme, le désir d'avoir du plaisir, de se retrouver, obtenaient des bénéfices pour la santé mentale ou la réduction des symptômes de troubles mentaux.
À l'inverse, les personnes qui font de l'activité physique principalement pour des motivations extrinsèques, donc qui sont reliées à l'apparence physique, très souvent pour perdre du poids chez les femmes ou pour obtenir un gain en masse musculaire chez les hommes, obtenaient des bénéfices réduits pour la santé mentale et les troubles mentaux. Et certaines études ont même permis de démontrer que ces motivations pouvaient être associées à un risque accru de développer des troubles mentaux. Les mécanismes sociaux. Donc, des récentes études ont permis d'expliquer un peu ce qui pouvait se passer dans le contexte d'activité physique en groupe informel ou en équipe sportive, donc en contexte social. Donc, le fait de faire de l'activité physique dans un contexte social, que ce soit chez des enfants ou des adultes ou encore des personnes âgées, favorise les interactions sociales, ce qui a pour effet de bonifier le réseau social des individus et de leur donner accès à un niveau de soutien social qui est plus élevé. Donc, en situation d'adversité, les personnes qui bénéficient d'un réseau social qui est davantage élargi et diversifié pourront avoir accès à des stratégies qui vont à la fois permettre de maintenir un certain niveau de bien-être et une santé mentale et de prévenir le risque de développer des troubles mentaux. On sait aussi que le fait d'appartenir à un groupe favorise le sentiment d'appartenance, de connectivité sociale, de relations sociales avec les pairs et que ce sont des déterminants importants de la santé mentale et des facteurs de protection des troubles mentaux courants. Des mécanismes comportementaux qui sont de plus en plus étudiés, qui sont très certainement intéressants, sont liés entre autres au sommeil et aux mécanismes d'adaptation et d'autorégulation. Donc, l'activité physique permet d'avoir un sommeil d'une durée accrue, qui est beaucoup plus réparateur, donc améliore la qualité et la quantité du sommeil, réduit entre autres la période de latence avant de s'endormir et l'insomnie. Et on sait que tous ces facteurs-là qui sont associés au sommeil sont des facteurs de risque pour le développement de troubles mentaux. En ce qui concerne les mécanismes d'adaptation et d'autorégulation, les recherches sont beaucoup plus nombreuses, mais fort intéressantes. Donc, on nomme, entre autres, le yoga, les arts martiaux, qui permettraient, à travers la méditation, la concentration et la discipline, de favoriser l'adaptation et l'autorégulation, ce qui permettrait d'avoir un impact positif sur la santé mentale. Donc maintenant, très rapidement, quelques évidences scientifiques, quelques résultats d'études qui portent sur les effets de l'activité physique sur la santé mentale en population générale. Donc en ce qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, il a été abondamment démontré que l'activité physique permet de réduire les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs, d'améliorer le bien-être et la santé mentale, mais également d'améliorer la persévérance et la réussite scolaire qui sont des indicateurs associés à la santé mentale. Plusieurs récentes études ont démontré que le contexte social en équipe sportive entraîne des bénéfices accrus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comparativement à l'activité physique en contexte individuel. Par ailleurs, il y a des études qui ont démontré que l'activité physique peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale, principalement des adolescents et des adolescentes qui souffrent d'un trouble de l'alimentation. Enfin, on a observé que les motivations extrinsèques, donc je vous le rappelle, les motivations à la pratique d'activité physique qui sont associées à des raisons liées à l'apparence, sont associées non seulement à une diminution de la pratique d'activité physique, mais également à des bénéfices réduits pour la santé mentale et même un risque accru de troubles anxieux et dépressifs. J'en parle très rapidement, mais on sait que la dépression périnatale et postnatale affecte une large proportion de la population, donc des femmes enceintes et des nouvelles mères. Ces populations-là sont à risque de développer des troubles dépressifs et à l'heure actuelle, la prescription d'antidépresseurs, la pharmacothérapie est de loin la stratégie thérapeutique la plus souvent employée auprès de ces populations. Or, on sait que l'activité physique après la grossesse est non seulement sécuritaire, mais elle permet de réduire les risques et les complications physiques, donc on parle de diabète gestationnel, de prééclampsie, d'accidents prématurés, mais qu'elle permet aussi au niveau de la santé mentale de réduire le risque de dépression, qui favorise une image positive de soi, augmente le niveau d'énergie et permet, à travers des activités physiques qui sont souvent organisées spécifiquement pour les jeunes mères, comme le cardio-poussette, entre autres, de créer un réseau social qui, on le sait, est un déterminant de la santé mentale. Enfin, en ce qui concerne les personnes âgées, l'activité physique a un effet positif sur la santé globale des personnes âgées et particulièrement de la santé mentale également. Donc, on sait que l'activité physique permet de réduire le risque de maladies chroniques, que ce soit maladies cardiovasculaires, diabète, qui sont souvent concomitants chez les personnes âgées avec des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. L'activité physique permet également de retarder le déclin des capacités fonctionnelles
Elle favorise le maintien des facultés cognitives et on pense entre autres à la mémoire, l'attention, le contrôle psychomoteur. Elle diminue également le risque de dépression et permet de briser l'isolement social lorsque l'activité physique est pratiquée en groupe. Et on sait que l'isolement social est très certainement un des plus importants facteurs de risque des troubles dépressifs chez les personnes âgées. Donc maintenant, je vous propose de passer la parole à mon collègue Paquito qui va aborder la question de l'activité physique et des troubles mentaux. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, l'idée des quelques diapos que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'attaquer le second axe de la modélisation de la santé mentale qu'Isabelle vous a présenté en introduction, c'est-à-dire de traiter de la question de l'activité physique et des bénéfices psychologiques de l'activité physique pour les personnes qui ont un trouble de la santé mentale. Ça fait plusieurs années maintenant que je m'amuse, par exemple dans un blog, à recenser un petit peu la littérature et qu'est-ce qu'on connaît des bénéfices de l'activité physique pour les personnes aux prises avec un trouble mental sévère. Dès le départ, déjà au XIXe siècle, on avait des psychiatres dans des instituts psychiatriques qui mettaient en avant et qui soulignaient les potentiels bénéfices de l'activité physique pour les personnes accueillies dans des établissements de santé mentale comme la gym, l'équitation, le jeu de billard, le canotage, mais aussi le vélo. Donc, on avait déjà une intuition clinique initiale des potentiels bénéfices de l'activité physique dans un cadre de troubles psychiatriques. Quand on s'intéresse à la question de la santé mentale et puis de l'impact de l'exercice physique, on pense souvent qu'on base nos recommandations uniquement sur des études dites corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on va regarder les habitudes d'activité physique chez les personnes qui ont un trouble de santé mentale et puis de regarder leur niveau de sévérité. Or, dans le champ de l'activité physique et de la santé mentale, on utilise quasiment les mêmes devis d'études qu'on utilise pour tester l'efficacité d'un traitement, comme par exemple d'un antidépresseur ou d'une psychothérapie, des essais cliniques avec répartition aléatoire des personnes, soit dans un groupe activité physique ou soit dans un groupe en liste d'attente, par exemple. Quand on discute aussi avec les personnes qui travaillent dans les instituts de santé mentale ou qui font de la promotion de l'activité physique pour les personnes, auprès de personnes qui ont un trouble de santé mentale, souvent un écueil revient, c'est le risque, le danger de proposer de l'activité physique pour les personnes aux prises avec un trouble de santé mentale. Or, dans les 2 ou 3 dernières revues de littérature systématique sur le pourcentage de personnes qui se blessent sévèrement ou qui sont hospitalisés pour une question parce qu'ils ont fait de l'activité physique, on est à moins de 1 à 2% de personnes qui sont blessées relativement sévèrement quand ils pratiquent d'activité physique et qu'ils ont en même temps un problème de santé mentale. Donc, la pratique d'activité physique pour les personnes aux prises avec un trouble de santé mentale est sécuritaire. Brièvement, on vit aujourd'hui dans une société qui nous pousse à être de plus en plus inactifs. Quand on compare les habitudes d'activité physique chez les adultes canadiens par rapport aux personnes qui sont aux prises avec un trouble psychotique, les personnes qui sont hospitalisées dans un établissement de santé mentale, les personnes aussi qui vont être touchées par un premier épisode psychotique, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ces personnes-là ont un niveau d'activité physique global beaucoup plus faible et sont globalement beaucoup plus sédentaires. Je vais traiter avec vous de quelques troubles et puis qu'est-ce qu'on connaît sur les effets de l'activité physique. On va commencer par les troubles dépressifs. Pourquoi? Parce que la littérature est surabondante. On a 20 ans, 25 ans d'études sur la question des bénéfices de l'activité physique pour les personnes qui sont touchées par un trouble dépressif. À tel point que maintenant, la littérature nous donne des informations sur les potentiels bénéfices de l'activité physique dans la promotion d'une meilleure santé mentale, dans la prévention et le traitement des troubles dépressifs modérés, et puis aussi quel impact l'activité physique peut avoir sur la question du rétablissement, c'est-à-dire de vraiment revenir à un seuil subclinique ou voire vraiment se rétablir d'un épisode dépressif majeur. À titre d'illustration, on a par exemple réalisé une étude où on prenait des personnes à risque de développer un trouble dépressif, des femmes avec une ostéoporose sévère, et puis on leur a proposé 6 mois d'intervention, 2 fois par semaine, un groupe de marche à intensité modérée. Et on s'est aperçu que simplement 2 fois par semaine de marche en groupe à intensité modérée diminuait le niveau de dépression chez les femmes potentiellement à risque qui n'avaient pas de symptômes initiaux. Et en plus, c'est important de le souligner, ces femmes-là ont participé à uniquement 60% des séances. On avait 40% d'absence.
malgré une adhésion modérée à un programme d'activité physique, on a quand même des potentiels bénéfices pour des personnes à risque d'avoir des symptômes dépressifs. Pour la question de la prévention de l'aggravation des symptômes dépressifs ou le traitement, aujourd'hui, on n'en est plus à explorer en termes d'essais cliniques ou de regarder la littérature. On a depuis 2 ans maintenant des directives du réseau canadien du traitement des troubles anxieux et de l'humeur. Et dans ces directives, on a des informations très claires sur comment utiliser l'exercice physique en termes de nature, fréquence, intensité. On sait que, par exemple, c'est clairement établi que pour les personnes avec un trouble dépressif modéré à élevé, l'exercice physique doit être proposé en première ligne. On peut aussi proposer du yoga. Il y a des super études qui démontrent l'efficacité du yoga dans la diminution de la symptomatologie dépressive. Et puis pour les personnes, les adultes aux prises avec un épisode dépressif majeur, on a un début de preuve des bénéfices de l'exercice physique. Et puis ça peut être concomitant, soit une pharmacothérapie, soit une psychothérapie. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un nombre incalculable de méta-analyses qui rassemblent et qui collectent l'ensemble des données sur les essais cliniques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on connaît aussi comment programmer de l'exercice physique pour des personnes aux prises, soit avec des symptômes dépressifs ou avec une dépression plus clinique. Et puis, Isabelle l'a abordé tout à l'heure, on a un nombre incalculable aussi de méta-analyses qui rassemblent des essais cliniques qui ont exploré les bénéfices de l'exercice physique pour des sous-populations très spécifiques, comme par exemple les personnes âgées avec un trouble cognitif, les personnes qui sont suivies en dialyse, les personnes avec une maladie chronique. Pour illustrer ce propos, on sait aussi par exemple que l'exercice physique a des bénéfices pour la réduction des problèmes de dépression durant le traitement du cancer du sein, par exemple. Notamment ici, on a démontré il y a quelques années qu'un tout petit volume d'activité physique avait des bénéfices vraiment intéressants pour la diminution des troubles dépressifs durant le traitement d'un cancer du sein. Et puis sur la question du rétablissement, on a des premières preuves des bénéfices de l'exercice physique pour des personnes avec une dépression clinique. On sait par exemple qu'il y a les personnes qui sont suivies, traitées par antidépresseurs ou psychothérapie, qui deviennent actifs pendant leur traitement. C'est un facteur protecteur de rechute de dépression à long terme. Il y a aussi des effets catalyseurs avec la luminothérapie. Puis on sait que les patients qui sont actifs pendant une thérapie cognitive comportementale adhèrent plus à leur traitement. Donc on a aujourd'hui vraiment un niveau de preuve très intéressant des bénéfices de l'exercice physique pour l'ensemble du prisme des problèmes de troubles dépressifs. Et puis récemment aussi, une étude qui nous montre que peu importe l'intensité à laquelle les personnes pendant leur dépression s'entraînent, que ce soit une intensité légère, faible ou modérée, on a une efficacité très importante 12 mois après l'intervention, notamment la meilleure efficacité pour les personnes qui s'entraînaient à intensité légère. Donc c'est très facile de pouvoir faire la promotion de l'activité physique à intensité légère chez des patients en prise avec un trouble dépressif. Et puis, il y a aussi des effets systémiques de l'activité physique chez ces personnes dans un contexte de dépression. On commence à avoir des premiers niveaux de preuve intéressants sur des impacts positifs sur l'hypersomnie chez les personnes avec une dépression clinique. Aussi, ça permet aussi d'améliorer la symptomatologie liée à l'arrêt du tabac. On a aussi quelques études qui montrent des bénéfices sur la sexualité perçue ou aussi sur la cognition. On sait que les personnes avec une dépression sévère ou atypique peuvent avoir des problèmes cognitifs. Quand on regarde maintenant la littérature sur les bénéfices de l'exercice physique dans le cas d'un trouble anxieux clinique, on a environ 12 essais cliniques, ce qui est pas mal. On a des effets de taille importants et surtout, on a des effets de taille très importants pour ce qu'on appelle les acute sessions, c'est-à-dire des sessions très courtes d'exercice physique. C'est-à-dire qu'on peut proposer de l'activité physique de manière très courte. Je vous ai mis ici un exemple sur la diapo pour des personnes aux prises avec un trouble anxieux. Et on sait que ça diminue momentanément, mais de manière très marquée, la sensation d'anxiété chez ces personnes. Quand on s'intéresse maintenant à la question des bénéfices de l'exercice physique pour les personnes aux prises avec des troubles psychotiques ou schizophréniques, on a 2 revues de littérature parues il y a 2 ans environ qui rassemblent 12 à 13 essais cliniques. On sait que les bénéfices de l'exercice physique sont très marqués pour la symptomatologie négative et pour le fonctionnement global. On a aussi des bénéfices pour les symptômes positifs, la qualité de vie, la dépression. C'est très intéressant de souligner que l'activité physique influence de manière plus marquée les symptômes négatifs parce qu'on sait, quand on discute avec des cliniciens qui travaillent avec des personnes avec troubles psychotiques, que c'est généralement sur ces symptômes que les traitements antipsychotiques
ont le moins d'effet. Donc là, on a un début de preuve des potentiels bénéfices de l'exercice physique pour les personnes aux prises avec un trouble psychotique. Et puis, un autre trouble qui est souvent un peu écarté de la question des troubles mentaux, mais l'addiction, l'usage de substances. On sait par exemple que l'exercice physique, c'est quasiment le niveau de preuve le plus élevé dans la question de la littérature. L'exercice physique durant la cessation tabagique ne permet pas d'augmenter nos chances d'arrêter à long terme. Par contre, on a un niveau de preuve très élevé des bénéfices de l'exercice physique pour la diminution des symptômes de manque, notamment, ou d'anxiété durant l'arrêt du tabac, une diminution qui est de la même ordre de taille que utiliser des substances qui contiennent de la nicotine. Donc, on peut utiliser, par exemple, lorsqu'on arrête de fumer, des exercices physiques de type aérobie, de type résistance, mais aussi des exercices physiques plus proches de la relaxation ou du yoga. Et puis, on a aussi maintenant un début de preuve, quelques revues de littérature systématique sur les potentiels bénéfices aussi de proposer des programmes d'exercice physique pour les enfants et adolescents qui sont touchés par un trouble du spectre autistique. Notamment, les effets de taille sont les plus importants sur la réduction des comportements stéréotypés et puis la réduction aussi de l'automutilation ou de l'agressivité envers les encadrants. Donc ça peut être vraiment aussi intéressant de réfléchir dans les services de prise en charge spécifiques à développer des programmes d'exercice physique pour les enfants aux prises avec un trouble du spectre autistique. Donc, la question maintenant pour les cliniciens qui travaillent dans le champ de la santé mentale, c'est comment faire de la promotion de l'activité physique. Une petite parenthèse, on se casse la tête souvent en recherche pour essayer de convaincre les cliniciens de faire la promotion de l'activité physique dans le champ de la santé mentale. Mais quand on regarde la littérature, le premier prédicteur de la promotion de l'activité physique par un clinicien, c'est son activité physique à lui. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est faites de l'activité physique avec vos collègues, ça va vous donner l'envie de faire de la promotion auprès de vos usagers, de vos clients. Je passe maintenant la parole à Ahmed. Caméra aussi. Oui. Est-ce que c'est bon? Donc, il faut que je le mette en plein écran. Et c'est bon, parfait. C'est la caméra. Démarrer vidéo en bas à gauche. En page. C'est ça. Merci de démarrer vidéo. C'est bon. On y est. Donc, je passe plein écran. Et ça part. Donc, mon objectif maintenant, ça va être de vous parler de l'activité physique chez les personnes ayant des troubles mentaux sévères. Il y a une chose qu'on oublie parfois, mais qui est importante de rappeler, c'est que les personnes avec des troubles mentaux sévères décèdent en général 20 à 30 ans plus jeunes que la population générale. Et cette surmortalité prématurée s'explique par l'apparition d'événements cardiovasculaires au cours justement de la vie de ces personnes-là. Et ici, vous avez une belle illustration de l'autoroute métabolique qui explique justement comment surviennent ces accidents cardiovasculaires. Et tout en bas, on a la piste d'entrée donc sur l'autoroute qui commence par l'obésité et l'augmentation du poids. Et d'ailleurs, quand on parle des personnes avec des troubles psychotiques, la prévalence de l'obésité représente de 40 à 55% des individus. Et on sait qu'entre les comportements de santé et la médication antipsychotique, au fur et à mesure, les complications métaboliques finissent par se développer pour aboutir à ces accidents cardiovasculaires. Et quand on parle de la prise de poids sous antipsychotiques, vous avez ici un magnifique graphique qui explique à quel point cette médication, et notamment les antipsychotiques de seconde génération, favorisent grandement la prise de poids. Ce qui nécessite justement une obligation de développer des interventions pour permettre de favoriser la perte de poids, la gestion, la prévention des complications métaboliques chez les personnes ayant des troubles psychotiques.
Et quand on parle des interventions, de quel type d'intervention parle-t-on? Il y a effectivement, d'un côté, les interventions pharmacologiques et il y a de l'autre les interventions non pharmacologiques. Et dans les interventions non pharmacologiques, on parle de l'activité physique et de la nutrition. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse, que ce soit à la réduction du poids ou à la diminution des facteurs de risque cardiovasculaire ou encore dans la gestion du contrôle glycémique, les interventions non pharmacologiques et notamment celles qui incluent l'activité physique sont tout aussi efficaces que les interventions pharmacologiques. Ce qui veut dire qu'il y a une nécessité de se poser des questions de comment on peut implémenter l'activité physique chez les personnes ayant des troubles mentaux sévères. Et quand on parle de l'activité physique chez les personnes avec des troubles mentaux sévères, ici vous avez une étude qui a été faite à Montréal, au Québec, et qui a montré qu'un entraînement d'activité physique chez des jeunes adultes avec des troubles psychotiques permettait, dans un premier temps, de diminuer le tour de taille, mais également, dans un second temps, d'améliorer la santé cardiovasculaire. Ce qui montre effectivement que l'activité physique peut avoir un véritable impact auprès de ces populations. Puis ici, vous avez une des études qui est quand même parmi les plus connues, dans laquelle ils ont fait une intervention intensive de 18 mois. Dans cette intervention, il y avait des composantes motivationnelles, des sessions de gestion du poids en groupe et de façon individuelle, et également des sessions d'activité physique de groupe. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est qu'avec le temps, on était capable de diminuer les problèmes de poids chez ces personnes avec des troubles mentaux sévères. Toutefois, il est important de rappeler que comme le poids n'est pas le principal facteur auquel il faudrait s'intéresser, il y a aussi la question des complications métaboliques. Et là apparaissent les méta-analyses. Ici, vous avez une méta-analyse qui a montré que quand on fait des interventions de modification du mode de vie sur le long terme auprès de personnes avec des troubles psychotiques, on est capable d'avoir des impacts sur le tour de taille, les triglycérides, la glycémie et l'insuline. Ce qui veut dire que l'activité physique peut donc aider dans la gestion de ces complications métaboliques sur le long terme. Et ici vient quelque chose de très intéressant. Et on sait qu'effectivement, l'activité physique peut être utilisée pour aider à la perte de poids. Mais on peut également se demander dans quelle mesure l'activité physique peut être aidée pour prévenir la prise de poids chez les personnes prenant des antipsychotiques. Et vous avez cette étude qui a été faite par une équipe australienne dans laquelle, 6 semaines après l'initiation de l'antipsychotique, ils ont réalisé une intervention d'une durée de 12 semaines dans laquelle ils incluaient de la nutrition, de l'activité physique, un suivi métabolique et également l'utilisation de pairs aidants tout au long du processus. Et ce qu'on observe, c'est que vous avez la ligne bleue, le groupe intervention, et la ligne rouge avec les soins standards. On se rend compte que dans les soins standards, il y a ce qu'on appelle le suivi naturel, c'est-à-dire que malheureusement, le tour de taille augmente. Alors que dans le groupe intervention, soit la ligne bleue, le tour de taille n'a quasiment pas bougé. Et dans un second temps, ils se sont intéressés au pourcentage des participants qui ont pris un gain de poids cliniquement significatif. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le groupe intervention, en bleu, ceux qui ont pris du poids, c'était environ 15% de la population, alors que dans les soins usuels, nous étions très proches des 80% des personnes qui avaient pris du poids. De même, quand on s'intéresse aux interventions nutritionnelles, il y a une récente méta-analyse qui a montré que ces interventions nutritionnelles avaient un effet, 1, sur le poids, 2, sur le tour de taille et également sur la glycémie. Mais là où c'était plus intéressant, c'est que ces effets étaient encore plus importants à l'initiation de l'antipsychotique. Ce qui veut dire que plus on essaye d'y aller tôt, plus cela semble efficace. Et donc, le résumé de cette première partie, c'est qu'il faut se souvenir que l'activité physique peut être utilisée dans la gestion du poids et dans les complications métaboliques. Je ne vous ai pas parlé dans des symptômes psychotiques, car Paquito l'avait déjà évoqué précédemment. Puis également viennent le rôle des interventions nutritionnelles qu'il ne faut pas négliger et se souvenir que plus cette intervention est précoce, plus elle est efficace. Toutefois, quand on parle d'activité physique chez des personnes avec des troubles psychotiques, on est obligé
de se parler effectivement de motivation. Pourquoi travailler sur les motivations? Ici, cette étude qui était faite auprès de jeunes adultes ayant des troubles psychotiques, on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir faire de l'activité physique, c'est-à-dire qu'on leur a payé un abonnement à un gym, on leur a payé des places de parking, on leur a payé les transports. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à 6 mois, 90% d'entre eux avaient abandonné et que la principale raison de cet abandon était le manque de motivation. Et quand on s'intéresse aux barrières à l'activité physique, donc qu'est-ce qui fait que les personnes avec des schizophrénies ou des troubles psychotiques ont du mal à s'engager dans l'activité physique? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs barrières. Et dans une revue de littérature que nous avions réalisée, ces facteurs sont la motivation, la fatigue perçue, le manque de support social, les ressources financières et également les symptômes. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on sait justement que la motivation est un des facteurs principaux de barrière à l'activité physique, nous nous sommes posé récemment une question sur dans quelle mesure on peut utiliser des interventions motivationnelles incluant l'activité physique pour aider justement, à modifier l'activité physique, mais à diminuer les complications métaboliques. Et ce qui en ressort, c'est que l'activité physique et les interventions utilisant des modèles motivationnels pour donner des conseils adéquats à l'activité physique avaient un impact sur l'augmentation de l'activité physique, mais permettaient dans un second temps d'améliorer, en tout cas de diminuer diminuer le poids, donc de faire perdre du poids, mais également d'améliorer le profil glucidique au cours des interventions. Puis, quand on s'intéresse aux motivateurs à l'activité physique, donc ce qui fait que les personnes ont envie de faire de l'activité physique. Dans une récente méta-analyse et revue systématique, les principaux facteurs qui étaient associés à la motivation à l'activité physique chez des personnes ayant des troubles psychotiques étaient l'envie d'améliorer leur santé physique, le vouloir réduire le poids, gérer l'humeur, améliorer leur santé mentale et réduire le stress. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça? Ça veut dire que quand on veut proposer une intervention et on sait que cela peut aider à motiver l'activité physique, on peut donner comme conseil que l'activité physique pourrait aider donc à améliorer la santé physique ou réduire le poids. Car on sait que ce sont des choses qui pourraient parler aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentale sévères. Puis, quand on se demande comment on peut engager des personnes avec des troubles mentaux sévères à s'engager dans l'activité physique, on se dit, mais pourquoi au final ne pas leur demander ce qu'ils ont envie de faire? D'autres études ont montré que quand on s'intéresse aux préférences dans un programme, cela peut favoriser l'implication dans ces programmes. Et dans les différentes études qui ont été faites, les préférences d'activité physique qui ont été retrouvées étaient la marche, le vélo, le yoga, la course, les poids et haltères, les sports aquatiques et la danse. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces études, c'est que les préférences d'activité physique sont assez stables en fonction des pathologies et elles sont également assez stables en fonction des différents pays. C'est-à-dire que bien que l'on sache que l'activité physique est une forte part culturelle, on se rend compte que les 5 premières activités physiques chez les personnes ayant des troubles mentaux sévères sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'on peut proposer des activités physiques et des programmes d'activité physique basés sur ces préférences. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que quand on utilise ces préférences d'activité physique auprès de personnes ayant des premiers épisodes, 94% d'entre eux consentent à participer à un programme d'activité physique et 81% d'entre eux restent dans le programme quand il est basé sur leurs préférences d'activité physique. Et en plus, on aurait un 33% de réduction des symptômes négatifs. Et entre les autres facteurs qui sont associés à la poursuite de l'activité physique viennent la supervision continue, mais également la qualification des professionnels qui délivrent les interventions. Et quand on demande aux personnes qui ont des troubles psychotiques quelle est la valeur qu'ils accordent aux conseils des professionnels, on se rend compte que ce soit sur la nutrition, le tabac ou l'activité physique, les conseils sont perçus comme étant très importants. Ce qui veut dire que les professionnels de santé ont un rôle très important à jouer dans la promotion de l'activité physique et de la santé. Et d'ailleurs, nous récemment, quand on a interrogé les professionnels de santé du CHUM et de l'Association québécoise des premiers épisodes psychotiques, en fait, seuls 21% d'entre eux étaient formés
à la promotion de l'activité physique. Et quand on leur demandait leurs barrières, il y avait 3 principales barrières qui sortaient. 1, ils étaient trop occupés. 2, ils n'avaient pas la compétence, ne se sentaient pas capables de le faire. Et 3, en fait, la santé et la promotion de l'activité physique n'étaient pas une priorité pour eux dans leur travail quotidien. Et pour ceux qui se posent la question des outils, j'aimerais très rapidement vous dire qu'en ce moment, il y a un nouvel outil de mesure de l'activité physique qui a été développé pour mesurer l'activité physique et qui existe en français. Donc, pour ceux qui se demandent comment le faire, je vous incite donc à aller le télécharger ou à nous contacter pour que nous vous envoyions cet outil. Et donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, 1, l'activité physique et la nutrition sont importantes dans les troubles mentaux sévères. La supervision et les préférences d'activité physique sont des clés pour engager les personnes avec des troubles psychotiques à s'engager dans l'activité physique. Les composantes motivationnelles sont importantes. Les professionnels de santé ont un rôle primordial à jouer. L'utilisation d'outils appropriés est largement recommandée pour mesurer nos effets. Puis vient en fait une réflexion sur les formations universitaires, c'est-à-dire dans quelle formation apprend-on aux étudiants, donc aux futurs professionnels, à faire de la promotion de l'activité physique. En kinésio, nous sommes déjà très largement déficitaires sur ces questions et je pense qu'il est important de se poser ce genre de questions pour le futur si nous voulons vraiment nous intéresser à la promotion de l'activité physique auprès de personnes ayant des troubles mentaux sévères. Et pour finir, je repasse la présentation à Paquito Bernard pour la conclusion. Donc, simplement, pour conclure sur les propos d'Isabelle, Ahmed et moi, ce qu'on souhaiterait que vous reteniez, c'est que l'activité physique comme la santé mentale sont des composantes plurifactorielles et puis que lorsque, soit comme professionnel ou chercheur, vous réfléchissez à la question de la promotion de l'activité physique auprès de personnes qui n'ont pas de trouble mental, mais pour améliorer leur bien-être psychologique, par exemple, ou alors que vous réfléchissez comme clinicien à faire de la promotion de l'activité physique pour tenter de changer les habitudes de vie des usagers avec lesquels vous travaillez. Vous avez comme outil le volume d'activité physique, vous pouvez proposer de l'exercice physique supervisé, puis aussi, comme l'a dit Isabelle en introduction, vous avez plusieurs domaines d'activité physique. Et ça, c'est important de le retenir parce que généralement, des personnes, par exemple, d'âge avancé, vont se décrire comme non sportives. Or, on peut, par exemple, utiliser les activités ménagères ou les activités physiques domestiques, comme par exemple faire le jardin, pour tenter de trouver des solutions avec ces personnes-là pour qu'elles soient plus actives. Et puis, on a les domaines, on a le volume, et puis il y a aussi ces différentes questions d'intensité. On a vu que par moment, ça pouvait majorer les bénéfices, par moment, ça n'avait pas réellement de différence entre les bénéfices pour la santé mentale dite positive ou la question des troubles mentaux. Donc vraiment, on espère que vous allez vous rappeler de cette diversité d'activités physiques. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci à tous. C'était vraiment très riche, beaucoup d'informations. On a quelques questions également. Donc, je vais tout de suite lire la première question qui est venue de Marc-Andrew Stéphane, qui dit « Il faudrait souligner que la mortalité précoce chez les personnes aux prises avec des problèmes sévères de santé mentale est en grande partie due à cause du taux élevé de tabagisme. » Donc, peut-être une question pour Paquito. Oui, vous faites bien de le souligner. On a vraiment un taux élevé aux alentours de 70% de personnes, en fonction de l'âge, ça varie, qui consomment quotidiennement du tabac. Ce dont je n'ai pas présenté par faute de temps, mais on peut aussi, il y a 1 ou 2 études à ma connaissance qui utilisent par exemple des programmes d'activité physique, non pas pour diminuer la consommation de tabac chez les personnes avec des troubles schizophrènes, non pas pour arrêter, la consommation de tabac, mais pour diminuer. On sait par exemple qu'un programme de 8 semaines à raison d'1 séance par semaine de conseils de groupe sur des conseils pour diminuer sa consommation de tabac couplé avec une séance d'activité physique hebdomadaire nous permet en 8 semaines de diminuer la consommation de tabac de 50% et sans qu'il y ait de compensation dans la manière de fumer, c'est-à-dire même si on contrôle le dioxyde de carbone expiré. Alors, un autre commentaire de Luc Gendron, donc une question concernant l'astuce pour augmenter l'activité physique d'un sédentaire avec une dépression majeure, sédentarité qui est autour de moins de 500 pas par jour pour ces personnes. Est-ce que vous avez des suggestions ?
Écoutez, ce que je peux vous faire comme suggestion quand on travaille avec des personnes comme ça qui sont très très sédentaires, 500 pas, c'est vraiment passer du lit à la salle de bain et de la salle de bain à la cuisine et puis revenir, c'est de travailler avant tout à diminuer les périodes de sédentarité. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais la question de l'activité physique et de la sédentarité ne sont pas nécessairement des antagonistes. Donc, essayez de trouver des activités qui plaisent aux patients, des activités sédentaires, et puis essayer de trouver avec lui la solution pour pouvoir faire cette activité-là de manière un peu plus active. Donc, très concrètement, lui proposer de simplement faire des étirements quand il regarde la télé, par exemple, ça pourrait vraiment être une solution très facile, très usuelle. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il est déconseillé de cibler des doses très spécifiques d'activité physique, mais que le client ou le patient parte avec l'idée que dès qu'il peut bouger, il le fait, et puis dès qu'il va faire un pas ou une minute d'activité physique, il va avoir des bénéfices. Donc, par exemple, essayer de tenter de faire des activités physiques perçues comme sédentaires, mais de manière active, ça peut être une solution. Ok, excellent. Merci beaucoup. Michel Gilbert demande si les taux d'abandon sont les mêmes que dans la population générale quant au programme d'activité physique. Ils sont un peu plus élevés chez les personnes avec des troubles psychotiques que dans la population générale. Typiquement, dans l'étude où ils ont donné toutes les possibilités d'avoir accès à un gym, on sait que dans la population générale, on est à 50% d'abandon au final, entre 50 et 60%. Or, chez les personnes avec des troubles psychotiques, on est quasiment à 90% d'abandon, ce qui suggère qu'on ne peut pas juste donner des facilités et des abonnements à des gyms pour que les personnes puissent faire de l'activité physique, car ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Il y a toujours besoin d'un soutien pour que cela fonctionne, pour leur permettre de rester dans l'activité physique, le temps de développer des habitudes. Et d'ailleurs, en parlant d'habitudes, je pense qu'il est intéressant et important de se rappeler que le développement d'habitudes, c'est quelque chose de très long. C'est-à-dire que souvent, les professionnels de santé, nous sommes un peu pressés de vouloir que les personnes s'engagent dans un comportement de santé. Or, la psychologie sociale montre qu'il faut pas loin de 80 jours pour que sortir 10 minutes dans une journée soit perçu comme une habitude. Donc, il faut être très patient et toujours donner du support pour que la personne ait envie de s'engager dans un peu plus d'activité physique. Merci beaucoup. Il y a Marilène Plante qui demande si vous connaissez des études faisant le lien potentiellement entre le visionnement de la télévision et donc la dépression. Oui, très certainement. Oui, il y en a. C'est peut-être des choses, en fonction des questions qui ont été posées, là, on pourrait peut-être les ajouter quand on vous enverra la présentation. Oui, chez les jeunes aussi, on parle beaucoup de jeux vidéo. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec tous les comportements sédentaires. Et malheureusement, comme Paquito le disait, ça n'a pas été l'objet de la présentation aujourd'hui, mais on peut avoir des gens qui atteignent des recommandations en termes de niveau d'activité physique, par exemple, qui vont s'adonner à des activités physiques très intenses pendant une période relativement longue au cours de la semaine, qui vont avoir des activités très sédentaires le restant de la journée, et c'est associé effectivement à un risque accru de troubles mentaux courants, dont les troubles dépressifs. Donc oui, en ce qui a trait à la télévision, les jeux vidéo et autres activités sédentaires, et on pourra peut-être voir à vous mettre quelques liens vers ces études-là quand on diffusera la présentation. Merci beaucoup. Il y a Florence Desplanches qui demande s'il y a des pratiques prometteuses, des recherches en promotion, prévention, traitement, rétablissement sur des initiatives en santé mentale basées sur l'activité physique en milieu post-secondaire au Québec. Est-ce que vous auriez à partager des informations là-dessus? Pas à ma connaissance. C'est pas, en fait, je pense qu'il existe des initiatives qui sont implantées notamment dans les cégeps. Malheureusement, je pense qu'il existe très peu de publications sur ces initiatives-là. Il y a un article qui a été publié la semaine dernière qui est très intéressant, qui n'est pas nécessairement spécifiquement la santé mentale, mais c'est un article qui provient de l'expérience de l'organisation Déséquilibre, et je crois que certaines des personnes aujourd'hui sont présentes au webinaire. Donc, ce sont des initiatives de promotion de l'activité physique pour favoriser le développement psychosocial des jeunes, donc tous les jeunes en transition à l'âge adulte. Ils s'intéressent beaucoup aux dimensions sociales de l'activité physique, donc aux liens qui sont créés entre les jeunes durant la pratique d'activité physique. Donc, ces activités-là sont implantées, à ma connaissance, pas dans le milieu scolaire, mais les jeunes sont recrutés, par exemple, dans les milieux scolaires. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a relativement peu de publications à l'heure actuelle, à ma connaissance, en tout cas, en ce qui a trait des initiatives de promotion de l'activité physique qui visent l'amélioration du bien-être et la réduction des troubles mentaux en milieu scolaire, malheureusement. Pas secondaire.
Merci beaucoup, Isabelle. Bon, on l'a vu, le niveau de preuve est très, très élevé. Hein, les preuves s'accumulent. Et donc, il y a une question de savoir comment on pourrait encourager les médecins, les psychiatres à parler plus d'activité physique plutôt que seulement de prescrire des pilules. Est-ce que ça devrait être moins payant selon… C'est de la formation. Je pense qu'il y a la nécessité de justement réfléchir à comment on peut modifier la formation. On peut prendre l'exemple des études médicales au Royaume-Uni où ils les ont transformées pour que les médecins apprennent à utiliser des modèles théoriques de motivation parce qu'ils se sont rendus compte que les médecins voyaient de moins en moins de maladies aiguës, mais qu'ils voyaient de plus en plus de pathologies chroniques. Donc, il fallait que les médecins soient armés pour faire face à ces nouvelles pathologies. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir se poser pour le futur, de comment on peut intégrer ces modèles de motivation ou la promotion de l'activité physique dans les formations médicales. Et puis pour compléter la réponse d'Ahmed, ce qui est vraiment aussi important de noter, c'est que quand on regarde les études qualitatives qui s'intéressent notamment aux cliniciens, aux nurses dans le champ de la santé mentale, ce qu'ils se rendent compte, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est d'intermédiaires sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir des professionnels de l'activité physique ou de la thérapie physique vers qui ils peuvent aiguiller des patients. Par exemple, je suis membre de l'Institut universitaire santé mentale dans lequel il y a un service de kinésiologie et puis les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux peuvent orienter la clientèle vers ce service et voire même il y a certains travailleurs sociaux qui font par exemple, qui accompagnent la personne pour la première séance d'activité physique. Donc vraiment, une des solutions comme a été souligné Ahmed, c'est la formation et puis le développement d'outils spécifiques. Il y aura des choses très simples à mettre au service des cliniciens, des psychiatres par exemple, et puis aussi d'implanter des professionnels de l'exercice physique dans le champ de la santé mentale. Merci pour ces précisions. Une question de Suzanne Gagnon. Une fois la personne remise en action, qu'elle a perçu donc les effets positifs de l'activité physique, est-ce qu'elle est condamnée à en faire tout le reste de sa vie pour maintenir son rétablissement? Ce qu'on espère, c'est qu'elle aime ça suffisamment pour qu'elle ne se sente pas condamnée à la pratique d'activité physique. Je pense que les mots sont relativement importants. Il ne faudrait pas qu'elle se sente condamnée. Tout l'intérêt de l'activité physique, c'est que ce ne soit plus une corvée. On veut que l'activité physique ça fasse partie du mode de vie de façon générale pour justement en garder les bénéfices. Et que plus elle le fera par elle-même, plus elle a des chances de le maintenir. Encore une fois, si vous regardez la diapositive qui reste affichée à l'écran, je crois, parler de l'activité physique comme une corvée quand on a une idée maintenant beaucoup plus vaste de ce que c'est l'activité physique pour une personne en rémission, par exemple, d'une dépression ou d'un autre trouble de santé mentale. Conceptualisant l'activité physique comme ça, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'intégrer de l'activité physique au quotidien, c'est-à-dire de, par exemple, travailler avec elle pour qu'elle puisse prendre un abonnement à un jardin communautaire ou l'aider à utiliser un système de vélo partagé l'été, etc., etc. Il y a différentes solutions et qui peuvent s'adapter. C'est la solution unique du gym avec un entraîneur qui vous crie dessus. Là, je comprends que ça peut être compliqué d'envisager ça à long terme. Une nouvelle question de Marc-Andrew Stéphane qui demande: pouvez-vous spécifier davantage les sessions d'activité physique pour les personnes souffrant donc d'anxiété, plus précisément la durée des sessions et les moments auxquels il faudrait les faire? Est-ce qu'il faudrait le faire par exemple pendant les crises? Alors, sur la question des problèmes des troubles anxieux, à ma connaissance, il y a très peu d'études sur des patients qui ont par exemple un trouble anxieux généralisé puis qui sont hospitalisés type inpatient. Et puis là, on regarde l'effet de l'exercice physique durant l'hospitalisation. On sait, il y a ce type d'études chez les personnes aux prises avec un trouble dépressif. On sait qu'un minimum pour des personnes hospitalisées, ce qui a déjà été testé, c'est des sessions d'exercice physique de 20 minutes d'activité physique type aérobie. Donc exactement, par exemple, si vous étiez sur un ergocycle à une intensité modérée. Une intensité modérée, c'est une intensité qui correspond à quand vous marchez vite parce que vous avez peur de rater le bus ou le métro. Donc ça peut être exactement très facilement implémenté dans un service avec une salle où il y a un ergocycle, ça peut être supervisé ou non, et puis permettre à certains patients hospitalisés de pouvoir utiliser, comme je le proposais tout à l'heure, l'exercice physique aérobie de moyenne intensité comme un sas de décompression temporaire. Merci beaucoup. Une question de François Gendreau qui demande: je trouve intéressant l'activité physique dans les problématiques de santé mentale, mais il est souvent difficile d'avoir l'aval de nos gestionnaires de programmes de santé mentale. Est-ce que vous auriez une expérience à nous partager qui pourrait nous être utile pour sensibiliser nos gestionnaires? Moi, je peux relater une étude que je n'ai pas le temps de présenter aujourd'hui,
Ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, pour convaincre des gestionnaires, il faut leur montrer que ça marche. Donc, pour marcher, il faut que les cliniciens fassent la promotion de l'activité physique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait entraîné un infirmier à faire la promotion de l'activité physique auprès des personnes avec des troubles psychotiques. Et on a vu les résultats, c'est-à-dire diminution de la sédentarité et augmentation de l'activité physique. Une fois qu'on a ce genre de résultats, c'est beaucoup plus facile d'aller voir un gestionnaire en lui disant regardez ce que j'ai pu faire dans mon temps de travail sur justement l'augmentation de l'activité physique, la promotion de la santé. Et ce serait bien qu'on puisse avoir soit du temps, soit d'autres professionnels pour s'intéresser à ces problématiques et faciliter la promotion de la santé et de l'activité physique. Parfait. Un commentaire plus qu'une question. Donc, Céline Michel qui dit « Une personne dépressive en arrêt de travail qui ne prend pas de médication et qui va privilégier l'exercice physique comme traitement risque d'avoir des problèmes auprès de son assureur. » Donc, selon elle, la sensibilisation devrait aussi se faire à ce niveau. Certainement. Voilà, écoutez, je crois qu'on a terminé les questions, j'en vois pas d'autres, donc je tiens vraiment à remercier chaleureusement nos 3 conférenciers du jour, donc Isabelle Doré, Ahmed et puis Paquito. Donc j'ai un grand plaisir d'avoir pu animer cette séance parce que c'est 3 personnes que je connais par ailleurs et avec qui j'ai le plaisir de collaborer, et pour certains depuis très longtemps, comme la France et Montpellier. Je remercie également la coordonnatrice du regroupement, Denise, qui a donc organisé et géré ce webinaire vraiment de manière incroyable, comme toujours. Donc, il y a toujours un petit peu d'anxiété, mais on l'était tous et c'était parfait. Donc, merci beaucoup, Denise. Et je vous rappelle que vous recevrez un courriel dans les jours qui vont suivre avec toute l'information qui concerne l'enregistrement de cette conférence et également le PDF. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur l'accès à cette présentation, donc vous aurez bien accès à ce PDF. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette dégustation de savoir et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Merci. Au revoir.